Bonjour Henri Le Gall et merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien qui sera qui s'élabore dans le cadre des archives orales du ministère de la Justice. Vous êtes breton, né à Douarnenez en 1941 et entré dans la magistrature en 1964. Vous avez près de 45 ans de carrière derrière vous. Et à partir des entretiens qui ont déjà été élaborés par Sylvien Bert, nous allons aborder quelques points de votre carrière qui nous ont semblé intéressants. Premier point, votre formation. Votre formation à Rennes, à la faculté de droit de Rennes, qui semble déjà à l'époque particulière, puisque vous avez une double formation en sciences sociales, notamment en sociologie, à l'époque où le droit n'était pas une discipline hégémonique comme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que cette formation vous a prédisposé, vous a préparé à être juge et en particulier à travailler au pénal toute votre vie? Il me semble que oui, parce que je crois que cette formation à la fois de culture générale en quelque sorte, sociologie, histoire, qui constituent les 4 certificats de lettres que j'ai faits, m'a un peu porté vers les autres. Donc, ce qui m'intéressait dans le métier de juge, c'était le contact avec les gens, avec le public. Et donc, ce qui m'intéressait, donc le pénal, bien sûr, puisqu'on est toujours en contact direct, éventuellement le droit de la famille. Mais les droits abstraits comme, par exemple, le droit commercial ou tout l'aspect, le droit financier, toutes ces choses-là, beaucoup moins, beaucoup moins. Donc j'ai toujours été attiré un peu vers une justice de contact plutôt qu'une justice un peu abstraite. Et c'est possible que la formation double que j'ai eue ait joué à ce niveau-là. La magistrature à 23 ans, est-ce que c'est une vocation ou est-ce que c'est un choix de raison, finalement? C'est encore moins que ça. À mon avis, c'est vraiment un hasard. C'est progressivement que je me suis dirigé vers la magistrature. Et j'ai opté pour la magistrature parce que il y a le directeur de l'ENM, toute nouvelle structure à Bordeaux, de Bordeaux, oui, était venu faire une conférence à Rennes pour essayer de lancer le recrutement. Parce que, évidemment, il n'y avait plus beaucoup de candidats pour entrer dans la magistrature. Le statut avait été revalorisé en 1958 par Michel Debré. Voilà, ça avait été revalorisé en 1958, mais c'était tout récent. Parce que là, je vous parle des années 60-61. C'est M. Balmary, j'ai retrouvé son nom l'autre jour. Il est venu et il a fait une conférence très intéressante qui m'a paru, sur le plan de l'intérêt du travail, je me suis dit, il y a de quoi. On a plusieurs métiers possibles et je crois que certains sont dans mes cordes. Et sur le plan financier, je me dis, ça me paraît très convenable. Ce que j'en savais de la magistrature avant 1958, c'était que si vous n'aviez pas une fortune personnelle, c'était impossible. Vous ne pouviez pas assumer. Donc vous intégrez l'école de la magistrature, nouvellement créée en quelque sorte. Et puis à Bordeaux, il y a un maître de conférence qui vous marque, c'est Pierre Martaguet. Je rappelle que Pierre Martaguet est un des magistrats qui a inventé la philosophie des chambres de la famille dans les années 70. Est-ce que c'est un exemple, une figure qui a compté pour vous? Ah oui, il a compté parce que c'est un des premiers magistrats que je rencontre, d'abord, et avec qui je vais travailler parce qu'il dirigeait un petit groupe de travail à l'ENM. On était très peu nombreux à l'ENM. Nous étions 11 à l'époque. 11. Donc c'était vraiment une 11 en formation initiale à Bordeaux. En formation initiale à Bordeaux, le groupe était constitué de 11 magistrats. On sortait tous du service militaire, puisqu'on devait le faire avant de rentrer à l'école. Une promotion de 11, qu'on comprenne bien. Oui. La promotion. Oui, la promotion de 11. Donc, Martaguet, avec un autre, a pris 2 personnes de la promo pour, disons, faire une enquête sur
sa nouvelle création de chambre de la famille, parce qu'auparavant, si vous voulez, les juges étaient multifonctions, quoi. Oui. Et donc, Cas par cas. lui, son idée, ça a été de tout rassembler dans une même chambre, les non-conciliations, les conciliations de divorce, le divorce, les incidents sur les pensions alimentaires, sur les gardes d'enfants, enfin tout venait devant les mêmes magistrats. Il y avait un continu. Spécialisation. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai retrouvé là l'importance du contact humain. Parce que vous retrouvez les mêmes personnes, vous les suivez, quoi. Vous suivez leurs problèmes, vous essayez de les résoudre. C'est beaucoup plus intéressant que d'intervenir au coup par coup, ponctuellement, sur des cas dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Par la suite, vous engagez une carrière dans le champ pénal. Vous êtes juge d'instruction à Lille en 1969, puis juge d'application des peines en 1973, puis vice-président en correctionnel, puis à la cour d'appel de Douai. Une très longue carrière dans le pénal, près de 17 ans dans le Nord. Quelle image vous en reste-t-il ? L'image de beaucoup de travail, énormément de travail. Des journées. Des journées qui commençaient très tôt le matin et qui se terminaient tard le soir. Les week-ends aussi. Et même le week-end, parce que le week-end, c'était de l'enseignement, parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. Et donc, tous les samedis matin et après-midi, je le passais à la faculté, parce que j'enseignais dans la capacité en droit, pour les capacitaires, qui avaient les cours le samedi, et ainsi qu'en licence en formation permanente. Donc j'avais des étudiants qui étaient, disons, déjà dans la vie active, quoi, et qui se recyclaient. Je me souviens très bien que d'un de mes étudiants, il était député. Il était député, membre de la commission des lois, et il s'était dit que pour être, disons, apte à exercer ses fonctions, il lui fallait faire des études de droit. Donc le samedi après-midi, il venait à la faculté pour suivre l'enseignement de l'Institut de formation permanente, où j'ai travaillé là-bas avec Jean-Pierre Royer et d'autres. Et c'était vraiment... Donc une charge de travail considérable. Mais avec ça, oui, ça faisait beaucoup. Oui, ça faisait vraiment... Ouais. Et alors surtout que, parce qu'on était en sous-effectif permanent, et on avait donc nos dossiers d'instruction, mais souvent en plus, on nous prenait pour aller aux audiences, au civil, très souvent, et donc on avait du travail en plus, quoi. Un juge d'instruction pouvait avoir combien de dossiers, combien de détenus J'ai eu jusqu'à 200 dossiers et 60 détenus. Alors c'est beaucoup, 60 détenus c'est beaucoup. Parce que là j'avais beaucoup trop. Après, j'ai réussi à éponger un peu, mais au plus fort ça a été ça. Mais vous pouviez garder, malgré la masse de travail, un contact humain avec le justiciable? Avant de partir en vacances, j'allais toujours à la prison pour voir toutes les personnes que j'avais en détention dans mon cabinet et leur dire « je pars en vacances, je vous laisse en prison pendant ce temps-là ». Vous alliez Et j'allais à la prison, je ne les faisais pas venir. Et je leur disais « je vous laisse en prison, mais je vous jure, quand je reviendrai, j'étudierai votre cas de plus près. Enfin, je vous dirai quand est-ce que je pourrais éventuellement vous libérer ». Ce qui fait que j'ai regardé mes statistiques avant de faire cet entretien. Et très souvent, j'ai remarqué que je mettais en liberté d'office, sans attendre une demande de mise en liberté. Et que je préférais refuser les demandes, et puis une fois que ça me semblait mûr, sentir le moment, mettre en liberté d'office. En fonction de l'évolution du dossier et de votre travail. Et donc je maîtrisais personnellement mieux la détention. Et je prévenais d'ailleurs les gens avant, je leur disais, voilà, n'espérez pas sortir avant telle date, par exemple, je vous garderai au moins jusque-là. Quand j'étais à l'instruction, c'était un peu un contrat qu'on faisait, si vous voulez. Donc il y a une pratique, un contrat de procédure. Une pratique de la détention provisoire expliquée, en quelque sorte, aux détenus. Toujours. Ils comprennent le sens de votre démarche. Toujours. À l'époque, on ne motivait pas. À l'époque, il n'y avait pas de motivation.
On signait le mandat de dépôt et c'était tout. Il n'y avait pas d'ordonnance de mise en détention, rien. Est-ce qu'on peut dire que cet aller-retour entre l'enseignement et le travail de juge, finalement, a été un moyen de vous ressourcer, de vous renouveler, de tenir aussi face à la dureté du pénal? Ah, je crois, oui, certainement. Certainement, parce que il ça. y a des allers-retours Ouais. et des questions que vous vous posez quand vous enseignez Voilà. et qui sont utiles dans votre pratique professionnelle. On n'a pas le temps. Et de la même façon, la pratique professionnelle est claire, bien sûr, l'enseignement que vous donnez. Et alors, plus particulièrement, c'est une époque de naissance du syndicalisme judiciaire dans ces années 70. Il y a eu plusieurs affaires et dans le Nord, vous avez connu l'affaire Dujardin. Est-ce que vous pouvez nous en parler et quel rôle le syndicalisme, plus généralement, a joué dans votre vie professionnelle? Très rapidement, le syndicat a eu un succès au départ considérable. Et puis, évidemment, de cette génération. Ensuite, il y a eu des tensions parce qu'il y en a qui étaient plus à gauche, d'autres qui étaient plus modérés, etc. Bon, donc certains ont lâché prise progressivement. Moi, j'ai tenu au syndicat jusqu'en 1981, donc de 69 à 81. Donc, quand je suis arrivé à la cour d'appel et que le président Mitterrand a été élu, je me dis, bah, le travail est fait, on arrête là. J'ai arrêté à ce moment-là. J'ai arrêté. Et l'affaire Dujardin? Ah oui, alors Dujardin était mon voisin de cabinet, puisqu'il était juge d'instruction, moi aussi. Et il avait reçu dans son cabinet une journaliste qui avait rendu compte, sans citer de nom bien sûr, mais qui avait rendu compte des différents entretiens auxquels elle avait assisté avec les personnes que le juge avait convoquées ce jour-là. Donc c'était en quelque sorte la description assez anodine, hein, assez anodine, il faut bien le dire, de la vie d'un juge. Et le président de l'époque, qui était arc-bouté un peu contre le syndicat, qui voulait un peu le freiner, a décidé d'en faire un exemple, quoi. Et donc, il a signalé les faits à la chancellerie, ça a pris des proportions considérables, et puis bon, on a essayé de défendre Dujardin en disant, mais c'est bénin, il n'a pas violé de secret vraiment de l'instruction, enfin, bah, bref. Et puis finalement, bon, bah, il a été... les fonctions de l'instruction lui ont été retirées. Ça a été quand même la sanction. Il est passé en disciplinaire au Conseil supérieur de la magistrature. Il est passé en disciplinaire. Il était poursuivi et donc jugé par le CSM et déchargé des fonctions d'instruction. Voilà. Et donc il est redevenu juge au siège, quoi. Mais c'est une sanction. Ah oui, c'est une sanction sévère. Ah oui, assez sévère à l'époque, oui. Mais je crois que Dujardin a été un peu la victime, quoi, dans cette affaire. C'est tombé sur lui, quoi. Oui. Et puis, c'est la naissance à l'époque d'un droit du travail, on l'oublie trop, qui était enfin effectivement appliqué, avec des jurisprudences novatrices en faveur des droits syndicaux, souvent contre les cours d'appel qui étaient plus réactionnaires. Vous évoquez aussi ces motions syndicales de contre-jurisprudence face à la cour d'appel. Est-ce qu'on peut, comment vous évoquez cette question-là? Quelle importance vous lui attribuez? À mon avis, ça avait beaucoup d'importance à l'époque parce qu'il y avait là un conflit de génération très important. À Lille, c'était caricatural. Les juges, quand j'étais passé à l'époque, j'avais quitté l'instruction, j'étais devenu juge en correctionnel. En correctionnel, nous avions des positions, disons, conformes au texte du Code du travail, qui me paraissait correct. La cour d'appel, mais c'était systématique, nous étions infirmés à chaque fois. Mais à chaque fois. Et quand l'affaire allait en cassation, souvent, nous obtenions, finalement, c'est le jugement qui était approuvé et la cour qui était, l'arrêt de la cour qui était cassé. Mais c'était devenu un systématisme absolu. Donc on était en opposition très, très forte, quoi.
et en conflit carrément de personnes à l'époque. Ah, ça s'était transformé en conflit de personnes, oui, oui. Oui, oui, l'ambiance à ce moment-là, lorsque le syndicat est devenu très à gauche, enfin plus à gauche, et les plus anciens se sont séparés, et là, la tension entre les deux est devenue forte. Et à Lille, c'était, à un moment, on ne se parlait plus. Ah oui. Ah oui, non, c'était devenu assez pénible. Assez pénible. La Cour de cassation joue un rôle de juge de paix au-dessus de ce un conflit. peu ça, oui. Un peu ça, mais... Mais ça a fait évoluer le droit du travail, cette période, oui. considérablement. Ah oui, oui, ça a fait évoluer le droit du travail, oui, oui, bien sûr. Oui. Malgré la Cour d'appel. Oui, 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 mais bon, c'était... Il y avait un peu, disons, quelque chose qui était connu, quoi. On savait que la jurisprudence tribunal était dans un sens, la Cour allait dans l'autre, et si on allait en cassation, c'est là que ça se tranchait, quoi. Ensuite, vous êtes nommé à Bobigny comme vice-président de correctionnel, ce que vous appelez la grosse correctionnelle, avec des peines très lourdes. Le pénal, toujours. Oui, avant d'aller à Bobigny, oui. J'ai fait 4 ans aux Assises du Nord, à la Cour d'appel. Et ensuite, je suis venu à Bobigny, où j'ai fait 2 ans de correctionnel, et ensuite je suis revenu aux Assises à Paris. D'accord. Alors donc toujours le pénal. Toujours le pénal. Différence entre les Assises du Nord et la grosse correctionnelle de Bobigny, quelle satisfaction semble Moi j'ai trouvé que c'était très proche. Bobigny et Lille, la clientèle était la même. Hein. C'était vraiment très parallèle. Des gens qui se laissaient aller à des infractions de peu d'utilité, par exemple. C'était pas de la délinquance fine, si vous voulez. Mais ça, c'est le Nord, et Bobigny, c'est pareil. Beaucoup d'affaires de sexuelles, de mœurs Il y a des affaires... Il y a beaucoup plus aujourd'hui. À l'époque, disons que les affaires de mœurs, quand j'étais aux Assises du Nord, étaient correctionnalisées. Hein. Actuellement, on ne les correctionnalise plus, on renvoie tout aux Assises. Ce qui fait que les Assises ont beaucoup plus d'affaires de mœurs aujourd'hui qu'à l'époque. Mais il y avait beaucoup d'affaires de mœurs aussi à l'époque, mais qui ne passaient pas aux Assises. Et cet échange avec les justiciables, les accusés, les victimes, vous pouviez l'avoir à l'audience, malgré la distance, le rituel, etc. Ou est-ce que c'était difficile, parce que le langage n'est pas forcément partagé? Non, mais je crois que j'arrive. Je peux y arriver, je crois. Vous avez un secret? Ben, j'essaie de parler comme les gens me comprennent, quoi, pour que les gens me comprennent. Parce que j'ai remarqué souvent les juges se camouflent derrière un langage particulier, et bon, ça leur donne une carapace, bien sûr, une protection aussi, mais bon, il faut un peu, disons,